Très bien. Bien. Vous voyez, la technologie, on n'est jamais sûr de rien. Alors, on va discuter justement de la technologie. Alors, pas seulement la technologie en elle-même, mais ce qu'on en fait. Alors, j'ai demandé qu'on vous donne ce petit papier que vous avez dans les doigts. Hein, voilà, donc vous avez vu 3, 6, 9, 12. En fait, c'est 4 âges que tous les parents et les enfants ont repérés. 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans. Hein. 3 ans, c'est l'âge d'entrée en maternelle. 6 ans, l'âge d'entrée en CP. 9 ans, l'âge où un jeune commence à vouloir aller sur Internet, hein, s'il n'y est pas déjà allé avant d'ailleurs. Et 12 ans, vous savez que c'est l'âge où un jeune commence à s'éloigner beaucoup plus résolument de ses parents. Donc 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, alors peut-être vous avez des enfants, des petits-enfants, voilà, vous pensez en avoir. Et c'est question de savoir comment introduire les écrans, à quel âge les introduire, ce sont des questions qui peuvent vous intéresser. Donc j'ai proposé qu'on en parle ici aujourd'hui. Alors mon idée, hein, pour faire vite, hein, mon idée c'est que les écrans, ben, c'est une bonne chose, hein, mais c'est comme la nourriture que nous consommons, hein, voilà, on passe de bons moments avec, et puis en même temps, parfois on a des indigestions, on mange des produits toxiques, voilà. Et puis vous savez aussi que dans l'éducation du jeune enfant, ben, on ne lui met pas n'importe quoi dans son biberon, hein, on respecte des paliers, le beefsteak c'est très bon pour les adultes, mais on n'en met pas dans les biberons des bébés. Alors donc mon idée c'est que les écrans c'est pareil, hein, il faut faire une sorte de diététique des écrans et 3, 6, 9, 12 ben, c'est là pour nous aider à savoir comment organiser cette diététique des écrans, c'est-à-dire quels écrans introduire et de quelle manière à 3 ans, à 6 ans, à 9 ans, à 12 ans. Donc si vous avez des questions précises sur des tranches d'âge, sur la manière d'introduire les écrans, sur vos réussites ou vos échecs, hein, parce qu'on peut aussi parler de ces réussites dans la gestion des écrans. Voilà, donc le mieux c'est que vous interveniez quand vous voulez. Moi je vous dirai ce qu'il en est on pourrait dire des connaissances scientifiques au jour d'aujourd'hui, hein, parce que les connaissances scientifiques elles évoluent beaucoup, ne serait-ce que parce que les écrans évoluent beaucoup. Hein. Il y a quelques années par exemple on ne parlait pas des fameuses LED, hein, les lumières bleues des écrans d'ordinateurs, de tablettes qui perturbent tellement le sommeil, on n'en parlait pas parce qu'il n'y avait pas d'études, on ne savait pas que ça existait. Donc les études scientifiques, les technologies évoluent, les études scientifiques essayent de suivre, elles sont toujours un peu en retard, on en sait plus qu'il y a 5 ans, on en sait moins que dans 5 ans probablement, mais moi je peux vous dire à peu près l'état des choses aujourd'hui. Voilà. Bon, donc s'il n'y a pas de questions, ben, je vais en effet vous parler. Alors de ce qui se passe à la naissance. Donc sur le recto, il y a marqué ce dont l'enfant a besoin à tout âge. Hein, c'est de là dont il faut partir. Hein. C'est comme pour l'alimentation. Avant de savoir ce qu'on met dans le biberon, ben, on cherche à savoir ce dont le bébé a besoin. Et bien de la même manière, pour comprendre comment gérer les écrans pour un enfant de 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, il faut savoir de quoi il a besoin. Alors ça, on le connaît bien parce que ça fait bien longtemps qu'il y a des psychologues, des psychiatres, des pédagogues qui étudient comment se développe le petit bébé. Et on sait que ce dont un bébé a besoin, c'est de pouvoir utiliser des objets qui ont un poids, une consistance, hein, ils sont doux, ils sont durs, voilà, ils sont lourds, ils sont légers. Le bébé, comme vous savez, il porte les objets qu'on lui donne à la bouche, il les flaire, il les secoue pour voir si ça fait du bruit, et puis en général, il les jette et il regarde qu'est-ce qui se passe, si ça retombe, et si ça retombe, ben, il peut courir derrière. Donc un bébé, il a besoin d'interagir, hein, comme on dit, c'est-à-dire d'agir avec des objets qui stimulent toutes ses capacités sensorielles, hein, la vue, l'audition, la gustation, l'olfaction, hein, voilà, et puis bien sûr le travail de la main, de prendre un objet, voilà. Et alors évidemment, vous voyez qu'un écran, hein, ben, c'est pas très indiqué parce qu'un écran, c'est quelque chose qu'on regarde, c'est quelque chose qu'on écoute. Éventuellement, avec les tablettes, c'est quelque chose qu'on frotte un peu. Mais vous vous rendez bien compte que frotter un écran du bout du doigt, c'est pas comme prendre un objet dans la main. Hein, voilà. Donc du coup, ben, les écrans, ça sert à rien au bébé pour qu'il développe son rapport à la complexité du monde, on pourrait dire, au fait que le monde est multisensoriel. Et puis les écrans, ils ne correspondent pas non plus à un autre besoin du bébé,
qui est de construire un rapport au temps. Donc le rapport au corps, à l'espace, hein, je viens de vous en parler. Puis l'autre besoin du bébé, c'est de construire un rapport au temps. C'est quoi un rapport au temps? Ben, c'est que le temps, ça veut dire qu'il y a un pendant, puis il y a un avant, il y a un après. Alors le bébé, il met 2 cubes l'un sur l'autre, il les fait tomber, il remet les 2 mêmes cubes l'un sur l'autre, mais il ne les remet pas exactement pareil, il les met un peu différemment. Et puis éventuellement, peut-être, comme il les a mis la 2e fois, les 2 cubes vont mieux tenir l'un sur l'autre, ou moins bien. Donc il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après. Mettez un bébé devant une tablette ou un smartphone, hein, il frotte, il entasse des cubes, les cubes tombent, il clique, les cubes remontent, et ça veut dire que le temps n'existe pas. Les logiciels créent un éternel retour. Il y a des logiciels très sympathiques, hein, très bien faits, très éblouissants. Hein. Alors tous les pédiatres le disent d'ailleurs, beaucoup de pédiatres aujourd'hui sont embêtés parce qu'ils voient arriver des parents avec leur bébé et puis les parents disent vous allez voir docteur comme mon bébé est habile. Alors le pédiatre dit ben oui on va voir, montrez-moi. Alors les parents sortent la tablette ou ils sortent le smartphone et puis le bébé entasse des cubes. C'est la situation la plus classique sur le smartphone ou la tablette. Alors le pédiatre dit ben oui c'est très bien, votre bébé sait très bien utiliser entasser des cubes sur un smartphone ou une tablette. Alors le pédiatre dit ben maintenant on va voir ce qu'il fait avec les vrais cubes. Alors le pédiatre sort la boîte de vrais cubes et évidemment vous devinez la réponse, hein, beaucoup de jeunes enfants ne savent pas utiliser les vrais cubes, ils les regardent comme s'ils les avaient jamais vus. Alors qu'ils les regardent comme s'ils les avaient jamais vus, c'est pas dramatique parce que peut-être qu'ils ont fait des tas d'autres choses, mais le problème en général c'est qu'ils ont surtout frotté une tablette ou un smartphone. Donc aujourd'hui, hein, ce qui est conseillé, c'est plutôt de tenir le jeune enfant à l'écart des écrans, parce que les écrans donnent l'impression de l'occuper, mais en fait, ça n'occupe que ce qu'il entend et ce qu'il voit, éventuellement ce qu'il frotte. Voilà. Donc essayer de tenir les bébés à l'écart des écrans, voilà, jusque vers 2-3 ans. Hein, 3 ans, c'est l'idéal. Alors, ça ne veut pas dire qu'à certains moments, on ne va pas mettre l'enfant devant la tablette ou devant la télé, parce qu'on peut avoir quelque chose d'important à faire, voilà. Mais l'idée, c'est d'essayer de réduire le plus possible. Il y a des moments où on ne peut pas faire autrement, et puis il y a des moments où on peut faire autrement. Alors, quand on peut faire autrement, on essaye de faire autrement, parce que le bébé, il ne va pas vous raconter tout ce que je suis en train de vous dire, hein, évidemment, mais pourtant, ça va avoir des conséquences problématiques sur lui. Voilà. Donc, la télévision, c'est encore pire, hein, puisque la télévision, on la voit, on l'écoute, mais on ne la touche pas. D'ailleurs, vous savez, quand on met un jeune bébé devant la télévision, la première chose qu'il cherche à faire, notamment quand il voit un présentateur ou un acteur sur l'écran, il va essayer de lui attraper le nez. C'est normal. C'est une réaction tellement normale chez un bébé. Vous savez aussi que quand on laisse un bébé tranquille dans une pièce, ben en général, toujours, il trouve toujours à s'occuper. Aucune étude n'a montré qu'un bébé tout seul s'ennuie. Un bébé tout seul ne fait rien parce qu'il réfléchit à ce qu'il va faire. Vous le laissez assez longtemps, il trouve toujours. Et quand il a trouvé, il le fait. Donc il peut prendre 3 poils de moquette, un insecte mort, un bout de bois, un caillou, n'importe quoi, un jouet. S'il en a un, c'est encore mieux. Et puis qu'est-ce qu'il fait avec? Eh bien, ce que je vous disais, hein, il le porte à la bouche, il le flaire, il le secoue, il le regarde, il le jette. Voilà, il court derrière. Et ça, c'est très bien parce que ça permet au bébé de comprendre que ce même objet, qui est un caillou ou un bout de bois, c'est un objet c'est le même objet qu'il appréhende, enfin qu'il découvre à travers ses différents sens, la vue, l'olfaction, etc. Il y a un autre problème quand même dont il faut parler, c'est qu'il y a des bébés qui jouent tranquilles, hein, sur le tapis ou sur la moquette, et puis il y a un poste de télévision allumé pas loin. Alors le bébé, il y a des bébés qui jouent quand même, hein, ils ne vont pas regarder, ils ne sont pas comme ces adultes, dès qu'ils voient un écran allumé, pouf, ils regardent. Il y a des bébés, ils ont un écran allumé dans la pièce, puis ils semblent jouer tranquille par terre. Alors peut-être vous vous dites, ben alors s'il joue tranquille par terre, quand la télé est allumée, c'est pas un problème, il la regarde pas. Donc il donne l'impression de jouer avec un bout de bois, un caillou, un jouet. Alors en fait, si, c'est un problème. Alors là, il y a eu d'autres études qui ont montré que quand une télévision est allumée dans une pièce où se trouve un bébé, le bébé est constamment dérangé par la télévision. C'est bien normal. Et imaginez que vous êtes en train de vous concentrer pour remplir votre feuille d'impôt. Il y a vos voisins qui ont décidé de faire une soirée de hard rock. Eh ben, vous êtes constamment dérangé et vous êtes obligé de faire un effort pour vous reconcentrer.
Et c'est très difficile, hein, quand on est dérangé, il faut faire un effort. Alors le bébé, c'est pareil. Des études ont montré que quand la télévision est allumée, dans une pièce où il se trouve, même s'il donne l'impression de jouer tranquille, en fait, il joue d'une manière qui est hachée, comme avec un hachoir. C'est coupé en rondelles. Il commence à jouer, il est dérangé, il est déconcentré, il est un peu perdu, il se reconcentre, il commence à jouer, hop, il est déconcentré par la télé, par des bruits auxquels il ne comprend rien. Hein. Vous, quand vous regardez la télé, ou même si vous ne la regardez pas, la télé marche dans un coin de la pièce, vous ne la regardez pas. S'il y a un avion qui décolle, vous reconnaissez le bruit de l'avion. S'il y a une porte qui claque, vous reconnaissez la porte qui claque. Mais un bébé, lui, il ne reconnaît rien de tout ça. Donc ça veut dire que chaque bruit qui, pour vous, à la télé, est intégré dans une histoire, pour le bébé, c'est un truc aussi incroyable qu'un coup de cymbale pour vous. Et donc, du coup, ça le déconcentre. Et il a été montré que plus les périodes de jeu d'un bébé sont courtes, et plus c'est un bon indicateur de ses difficultés de développement plus tard. Si vous avez un bébé qui reste longtemps à s'occuper tout seul, soyez rassurés, c'est un très bon signe de son développement ultérieur. Si vous avez un bébé qui n'arrive pas à se concentrer, faites en sorte qu'il puisse le faire en le laissant tranquille, en jouant un peu avec lui, puis en le laissant tout seul, puis en revenant vers lui. Mais évitez surtout de faire marcher une télévision dans la pièce où il se trouve, parce que ça, c'est la machine à déconcentrer absolue. Alors, je ne parle jamais de la radio pour qu'on me pose la question. Très bien. Voilà. Oui, alors la radio, et puis la musique. Enfin, la musique aussi, qu'on peut mettre de la musique. Voilà. Alors, c'est très différent. Si vous écoutez la radio, vous apercevez qu'à la radio, il y a beaucoup de débats, parce que ça ne coûte pas bien cher, hein, voilà, des débats, et puis des débats entrecoupés de pauses musicales. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas perturbant pour le bébé. En plus, la musique, souvent, est assez harmonieuse, donc c'est pas perturbant. Alors pour ce qui concerne la musique, c'est pareil. Hein, voilà, si vous écoutez du rock à fond la caisse toute la journée, oui, c'est pas très bon. Mais en général, c'est pas ce que font les gens. Hein, voilà, donc si vous chantez, c'est encore mieux. Hein, voilà, ça accompagne encore mieux le bébé. Donc ce qui est perturbant dans la télé, c'est le fait que la plupart des programmes de télé, c'est des séries ou des dessins animés, et que ces séries ou ces dessins animés ont un rythme en dents de scie, c'est-à-dire avec des intensités sonores qui montent et puis qui retombent et qui remontent et qui retombent très brutalement, et puis souvent des bruitages hein, également très intenses. Voilà, c'est ça qui est perturbant pour le bébé. C'est pas le contenu qui le perturbe, c'est le fait que le contenu n'évoque rien pour lui et que ça soit un contenu d'intensité sonore de grandes oscillations. Voilà, c'est ça qui le perturbe. Voilà. Mais si on trouve un programme télé, très tranquille, il n'y en a pas. C'est ça le problème. Oui, la télé est conçue de telle façon que, enfin, c'est un secret pour personne, la télé est conçue de telle façon qu'il se passe quelque chose de nouveau toutes les 2 secondes, de manière à éviter à ce que le spectateur change de chaîne ou même se lève de son siège. Voilà. Toutes les 2 secondes, 2 ou 3 secondes, je ne sais pas, mais enfin c'est dans ces eaux-là. Ah, à partir de quel moment l'enfant comprend? Alors, l'enfant comprend par petits morceaux. Par exemple, si un enfant de 4 ans, vous lui mettez le Petit ours brun ou l'âne trotro, ou voilà, un programme pour enfants, quoi. Et il va, et que vous lui dites, alors c'est très très bien ça, et vous lui dites, après qu'il a regardé, vous pouvez le regarder avec lui, ça dure 10 minutes, ou il peut le regarder tout seul à la limite, et après vous lui dites, alors qu'est-ce que tu as regardé, qu'est-ce que tu as vu? Alors il ne va pas vous dire, j'ai vu par exemple Petit ours brun qui était dans sa chambre, et puis il est sorti dehors, mais avant de sortir il a mis ses bottes, et puis son manteau, nanana, parce qu'il y avait de la neige, et il avait peur d'avoir froid. Il ne va pas vous raconter ça. Mais il va vous dire, par exemple, sur souvent, il a fait un bonhomme de neige. Voilà. Alors, c'est la chose qui l'a marqué. Et à ce moment-là, ça va être très utile de lui demander, même dès qu'il sait parler, hein, dès qu'il a 4 ans, ça va être très bien de lui dire il a fait un bonhomme de neige, et est-ce qu'il l'a fait tout seul? Ben non, il l'a fait avec son papa. Alors vous allez reprendre et vous allez dire alors Petit ours brun a fait un bonhomme de neige avec son papa. Et vous voyez, bon, c'est pas trop compliqué à construire une phrase comme ça. Mais pour un bébé, c'est extrêmement structurant, parce que c'est déjà un début de narration. Donc le bébé,
il ne va pas vraiment comprendre, même un enfant à 6 ans, il faut montrer des tas de dessins animés à 6 ans, les enfants ne comprennent pas. Voilà, donc les programmes pour enfants sont souvent trop rapides pour qu'ils les comprennent, même les programmes qui sont censés leur être spécifiquement destinés, mais il faut éviter justement de les mettre devant des durées trop longues, parce que très vite ils se mettent dans une sorte d'état second, un peu semi-comateux, voilà, de demi-sommeil, voilà, où ils ne comprennent plus rien, mais ils sont fascinés par le mouvement des choses sur l'écran. Il faut éviter ça. Donc plutôt des durées courtes. Et puis, on désigne la durée avant, en lui disant, voilà, par exemple, c'est 6 heures du soir, dans 6h30, dans une demi-heure, où on va regarder ensemble Petit ours brun, ou l'Andro-tro, qui vous voulez, la petite taupe, ce qui est une manière de désigner la durée avant, puis quand on le met devant, on dit, ça y est, c'est 6h30, voilà, et puis on va le regarder un quart d'heure, et puis à 7h moins le quart, vous dites, c'est 7h moins le quart, voilà. Alors évidemment, votre bébé, il ne va pas comprendre grand-chose à tout ça, mais il faut bien comprendre que les adultes ont toujours parlé au bébé, pas parce que les bébés comprennent tout, mais justement parce que les bébés ont besoin d'être introduits au langage. C'est une façon d'introduire l'enfant au temps, c'est-à-dire l'enfant après va, dans le meilleur des cas, mais si on y revient souvent, ça se passe, l'enfant va associer les écrans à une durée. Or, associer les écrans à une durée, c'est la grande difficulté que nous avons tous. On sait bien qu'on dit, tiens, à 10 heures du soir, tiens, je vais regarder 1 heure de Game of Thrones, et puis à 1 heure du matin, on y est toujours. Puis des fois, à 6 heures du matin, on y est encore. Donc, on est tous happés par les écrans. Quand on est devant un écran, mais je préfère dire quand on est dans un écran, on oublie le temps. Et donc, il faut qu'on ait comme un petit réveil matin dans la tête qui sonne et qui nous dise « Oh là, c'est l'heure ». Donc, nommer les durées avec l'enfant, c'est vraiment un énorme cadeau qu'on lui fait. Et vous voyez, ça ne nécessite pas d'avoir un bac plus 12, voilà, dire c'est telle heure on regarde, et à telle heure c'est fini, puis lui répéter après, quoi. Et c'est extrêmement structurant. Et c'est ce qu'on appelle, la capacité ça permet d'introduire l'enfant à ce qu'on appelle après la capacité d'autorégulation. Si on se fixe une durée, on y passe plus de temps qu'on avait prévu, mais on augmente ses chances d'arrêter plus tard qu'on avait prévu, mais arrêter quand même. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les enfants ont beaucoup plus de souplesse que nous. Et ils ne nous le montrent pas. Mais ils en ont beaucoup plus que nous. C'est-à-dire, si on tient bon, on s'aperçoit que les enfants peuvent complètement changer d'attitude beaucoup plus facilement que des adultes. Moi, j'ai pas mal d'exemples, je fais pas mal d'interventions de parents qui me disent « Oh là là, mes enfants regardent la télévision, mes enfants de 4-5 ans regardent la télévision 2 heures par jour, quand elle est en panne, ils se roulent par terre en hurlant, comment on va faire ?» Voilà, je leur dis, attendez la rentrée scolaire. Je conseille aux parents de dire aux enfants, voilà, vous avez grandi. Maintenant que vous avez grandi, vous allez faire des tas de choses que vous ne faisiez pas avant. Et parmi ces tas de choses que vous alliez, je vais vous faire rire, parmi les tas de choses que vous ne faisiez pas avant, alors par exemple, si vous ne l'avez jamais fait, ça c'est bien, on va maintenant regarder ensemble, 1 fois par semaine, un film. C'est-à-dire nous, les parents, ou le parent et les enfants, 1 fois par semaine, ensemble, tous ensemble, on va regarder un film. Alors, bon, maintenant vous avez grandi, vous n'avez pas regardé la télé tous les jours, mais par contre, 1 fois par semaine, vous regardez un film ensemble le week-end, et puis vous allez avoir un petit carnet sur lequel vous allez marquer votre temps d'écran. Si vous regardez un programme à la télévision, maintenant vous êtes grand, vous allez marquer un temps d'écran, et puis donc vous fixez avec eux un temps d'écran sur la semaine. Eh bien, ça marche. On arrive à réduire le temps d'écran, mais non pas, voyez, en disant maintenant il faut arrêter, voilà, mais en disant tu as grandi, tu vas faire maintenant des choses que tu n'as pas fait avant. Alors il faut imaginer, voilà, faut proposer quelque chose d'exaltant, mais dire à un enfant maintenant on va regarder les choses ensemble, c'est comme si on disait à l'enfant maintenant tu es assez grand pour regarder des choses qui intéressent un adulte. Donc c'est très valorisant. Sinon, vous avez aussi une autre échéance qui est utile, c'est le changement de technologie. C'est-à-dire si des enfants ont une console de jeu et elle ne leur convient pas, ils s'entendent avec des membres de la famille pour qu'il y ait les gens se cotisent pour leur changer leur console de jeu. Alors vous êtes le parent, vous dites, bon, très bien, tu as de la chance, il y a un petit effort familial pour changer la console de jeu, mais à l'occasion du changement de console, on va changer les règles. Et s'ils n'acceptent pas de changer les règles, on ne change pas la console. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a toujours des moments sur lesquels on peut s'appuyer pour dire à l'enfant que les règles changent.
Et il ne faut pas hésiter à insister en disant mais c'est comme ça, voilà, parce que déjà les parents font tellement de choses pour leurs enfants que les enfants peuvent finir par comprendre en effet qu'il y a des règles quand même que les parents fixent, voilà. Mais il faut qu'il y ait un événement marquant. Mais il ne faut pas hésiter à dire clairement ce qu'on pense en tant que parent et ce qu'on veut, et voilà. Voilà, mais il faut s'appuyer encore une fois sur la valorisation de l'enfant et sur ses moments forts, ses moments clés, 3, 6, 9, 12. Quoi. Quand il arrive à 9 ans, il veut aller sur Internet, bon ben très bien, tu vas aller sur Internet, mais tu ne vas pas continuer à regarder les dessins animés à la télé, tu es grand maintenant, c'est pour les bébés, tu es grand maintenant. Donc, un petit carnet de temps d'écran, voilà, chaque jour une note, et donc vous fixez une consommation hebdomadaire. Ça, c'est très responsabilisant aussi pour la durée. Alors évidemment, il va tricher. Alors évidemment, on ferait pareil à sa place, hein. Mais il faut bien comprendre que s'il joue, par exemple, 3 heures à Minecraft, et puis donc après, avec son petit crayon, il se demande si dans la colonne du jour, il va marquer jeu vidéo 3 heures. Alors évidemment, il ne va pas marquer 3 heures, il va peut-être se dire, ben, tiens, je vais marquer 1h30. Puis il va peut-être se dire, non, mes parents vont jamais croire, 1h30, je joue pas, alors je vais mettre 2 heures, mais 2 heures c'est beaucoup, donc je vais mettre 1h50, voilà. Et donc, penser de cette manière-là, vous voyez que c'est penser les écrans en relation avec une durée. Donc le but n'est pas que l'enfant dise la vérité, à sa place on mentirait aussi. Le but c'est qu'il associe toujours les écrans à une durée. Même quand il ment sur la durée, il ment sur une durée. Voilà. Vous savez, si en tant qu'adulte on faisait, on va pas le noter, mais si on le notait dans sa tête, déjà on ferait des grands progrès. Parce que les gens sous-évaluent globalement le temps qui passe devant les écrans. Parce que tous les écrans s'ajoutent. Donc vous regardez le journal télévisé, ça dure 3/4 d'heure. Il y a les pubs, des fois vous regardez les pubs avec. Vous regardez une série télé, vous allez sur la console, vous allez sur l'ordinateur, tout ça s'ajoute. Donc si on considère chacun de ces écrans, un ado qui est devant son ordi divisé en 2 avec télé et smartphone, en fait il a 4 écrans. Il a l'équivalent de 4 écrans. Donc s'il passe 1 heure, c'est comme s'il avait passé 4 heures en termes de concentration sur l'écran. Jusqu'à maintenant, on a parlé du tout petit. Mais en fait, au fur et à mesure que l'enfant grandit, la question principale ne va plus être le temps passé devant l'écran. La question principale, ça va être ce qu'il y fait. Je pense que c'est même pas la peine de dire aux parents de ne pas donner au bébé une tablette connectée. Ça ne regarde pas l'idée des parents. C'est pas connecté pour les bébés, c'est normal. Alors par contre, dès que l'enfant grandit, la question principale, ça va être est-ce que c'est connecté ou est-ce que c'est pas connecté. Donc ça va se passer dès 8-9 ans, hein, et l'enfant va commencer à se préoccuper s'il joue à des jeux vidéo, quelle que soit leur qualité, hein, comme Minecraft, on peut jouer à plusieurs, on peut jouer en réseau. Donc très vite, hein, la question, ça va être de savoir si on joue tout seul ou si on joue avec d'autres. Et on s'aperçoit que beaucoup de parents pas beaucoup de parents, mais les parents qui sont préoccupés de réguler la consommation d'écran de leurs enfants, très souvent sont des parents qui pensent les choses uniquement en termes de durée, en termes de quantité, hein, du genre 1 heure ça va, 3 heures bonjour les dégâts, hein, comme la publicité contre l'alcool, hein, pour ne pas conduire, 1 verre ça va, 2 verres ou 3 verres bonjour les dégâts. Or on s'aperçoit que les écrans aujourd'hui sont d'une telle complexité qu'il ne faut pas seulement penser les choses en termes de temps passé sur les écrans, mais il faut essayer de penser les écrans en termes de ce qu'on y fait. On peut aller sur un écran 1 heure par jour, s'abrutir et perdre son temps, et on peut aller sur des écrans 2 heures par jour et faire des choses tout à fait passionnantes et qui favorisent le développement de l'enfant, favorisent sa créativité, favorisent sa socialisation. Donc c'est là où les choses sont très compliquées parce que beaucoup de parents ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont pouvoir proposer à leur enfant qui favorise sa créativité et sa socialisation. Alors il y a un outil qui est formidable, hein, quand l'enfant a 5 ans, c'est l'appareil photographique. Il est tellement souvent lié au téléphone maintenant, mais heureusement il y a des appareils photographiques qui sont pas des téléphones, des appareils photographiques numériques, hein, voilà. Et pourquoi c'est bien? Parce que ça permet à l'enfant d'avoir un rôle actif par rapport aux écrans. À un âge où il ne peut pas encore surfer sur Internet, aller choisir les sites où il veut aller, eh bien, il est quand même capable, avec son appareil photo numérique, d'avoir un rôle actif. Il choisit ce qu'il photographie, il le cadre,
il choisit le moment, il appuie sur le bouton, il choisit de garder l'image ou de ne pas la garder, il choisit de la montrer ou de ne pas la montrer. Donc ça, c'est une activité extrêmement créative pour l'enfant à partir de 5 ans, et il n'y en a pas tant. Il n'y en a pas tant à 5 ans des activités créatives d'écran, donc moi je encourage toujours les parents à encourager celle-là. Vraiment, c'est quelque chose que vous pouvez travailler avec un enfant quand il a 4-5 ans, 5 ans à partir de 5 ans, avec son petit appareil photo. En plus, il va photographier des tas de choses que vous n'auriez pas idée de photographier. Alors toujours, il photographie à leur hauteur, notamment les boutons, les poignées de porte, grand classique de la photographie d'enfant, je ne reviendrai pas à l'esprit, vous êtes au-dessus, les poignées de porte, vos genoux, ça faut s'y attendre, genoux, on voit nos genoux comme jamais on les avait vus. Donc c'est drôle parce qu'on discute avec eux des photos qu'ils ont faites, on peut dire celles qu'on a envie de garder, on leur demande leur avis, et vous voyez, toute une activité d'échange et toute une activité de socialisation. Et l'idée, c'est de créer du lien autour des écrans. Et les photos, on oublie toujours, mais aujourd'hui, la photo, c'est de l'écran. Puisque quand on les regarde sur l'écran, ou mieux encore, on les met sur l'écran de l'ordinateur. Donc la photo, c'est bien de l'écran. Voilà, puis quand l'enfant grandit, on peut le mettre sur des logiciels. Il y a un petit logiciel qui s'appelle Scratch, à partir de 7-8 ans, qui est un logiciel de programmation très simple avec des petits bouts de phrases. Alors je vous conseille de taper, c'est un accès libre, c'est gratuit, donc vous tapez Scratch, S-C-R-A-T-C-H, Scratch. Sinon, quand l'enfant grandit, il y a quelque chose de toute façon qui va toujours être important, c'est de l'inviter à raconter ce qu'il fait. Vous avez vu, ça c'est l'autre côté de l'affiche, voilà. Inviter les enfants à parler de ce qu'ils ont vu ou fait avec les écrans. Et pourquoi c'est si important? Parce qu'on sait aujourd'hui, il y a toujours petite parenthèse de neurosciences, on sait aujourd'hui que l'être humain a 2 formes d'intelligence, enfin vous savez, 8 formes d'intelligence aujourd'hui. Donc on a 8 formes d'intelligence, mais il y en a 2 qui sont particulièrement importantes. L'intelligence visuelle, un visio-spatial, on a un nombre incroyable de neurones consacrés à la vision dans la tête, on est des créatures visuelles. Et puis l'autre, c'est le langage. On est une écriture de blabla. Et donc ça va être très utile de faire en sorte que les enfants passent de l'une de ces formes d'intelligence à l'autre. Ça veut dire que quand ils regardent, ils regardent, ils regardent leur programme, ils regardent ce qui les intéresse, ils jouent à des jeux vidéo, mais après on prend un moment pour en parler avec eux. Et à ce moment-là, on développe l'intelligence verbale. L'intelligence verbale qui est endormie quand on regarde un écran. Alors si évidemment vous n'avez jamais posé une seule question à un enfant de 12-13 ans sur ce qu'il fait avec les écrans, la première fois que vous allez lui demander de vous en parler, il va vous faire la gueule, ça c'est certain. Mais si vous lui demandez quand il est petit et régulièrement, il va prendre l'habitude d'en parler. Et d'autant plus que les enfants sont très heureux de parler des écrans. Pourquoi ils sont heureux de parler des écrans? Parce que les écrans leur font des émotions extrêmement fortes. Et quand on vit une émotion forte, on a envie d'en parler. Vous savez ça. Dès qu'on est ému par quelque chose, on a envie d'en parler. Or, et aujourd'hui, il y a quelque chose qui est fabriqué pour nous émouvoir dès qu'on est devant, c'est les écrans. On peut avoir une vie plate, mais les écrans nous assurent toujours d'une bonne dose d'émotion. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va si souvent, parce qu'on est sûr au moins d'avoir des émotions. Si vous leur demandez quand ils ont 6, 7, 8 ans, ils vont vous en parler avec bonheur, et en grandissant, ils vont continuer. Et si vous n'en avez jamais parlé avec eux et que vos enfants ont déjà 12, 13 ans, posez-leur la question, ils ne vont pas vous répondre, recommencez, ils ne vont pas vous répondre, dites « je sais que je ne t'ai pas posé la question jusqu'à maintenant, mais je suis allé écouter une conférence et il y avait quelqu'un qui a dit que c'était très intéressant parce que les parents peuvent découvrir des tas de choses. Alors je me suis dit, c'est vraiment dommage d'être passé à côté de tout ce que tu aurais pu m'apprendre. Donc à ce moment-là, vous verrez, au début, ils rigolent, et puis après, ils le font. Voilà. Ce que vous dites, et tous les parents le savent, c'est-à-dire on met un enfant devant la télé, et il est incroyablement tranquille. Alors on se dit, tant mieux, voilà. Et puis à un moment, quand même, il faut l'arrêter, la télé. Et à ce moment-là, il se roule par terre, il grimpe au rideau. Et c'est parce que la télé, c'est une machine qui à la fois produit énormément d'émotions, parce que tout y est très rapide, très excessif, très tendu, les couleurs, les bruits, les mimiques très excessives. Et en même temps, c'est une machine qui ne fabrique jamais du dénouement.
C'est-à-dire, il n'y a pas de dénouement. Si vous voulez, le propre d'un film, vous le savez, c'est que ça démarre, il y a un sommet, et puis après, ça redescend. Voilà. Et d'ailleurs, des fois, on voit des films qui s'arrêtent, et on est très frustré parce qu'on pensait que ça allait quand même encore continuer un peu, redescendre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réalisateurs qui s'amusent comme ça. Mais pour l'enfant, les programmes qu'il voit ont un début, c'est quand vous allumez, mais il n'y a pas de fin. D'ailleurs, vous savez, la télé est constituée de telle manière qu'on vous demande toujours de rester encore pour voir ce qui va se passer. Et vous êtes toujours en anticipation d'un dénouement. Mais le dénouement n'arrive jamais. C'est pour ça que quand vous arrêtez, l'enfant a toujours l'impression que vous l'empêchez de regarder la fin. Alors il y a des parents qui s'énervent en disant « tu te fiches de moi, t'as bien vu, il y avait fin, c'était fini ». Oui, mais pour lui, émotionnellement, c'est pas fini, quoi. Voilà. Alors peut-être proposez-lui de dessiner après, quand le film est fini. Donc voilà, donc le dessin c'est bien, hein, ça permet à l'enfant à la fois d'écouler des émotions et en même temps d'avoir une activité manuelle qu'il concentre, qui lui permet de retrouver sa capacité de concentration sur quelque chose qu'il fait. Non pas une capacité de concentration sur quelque chose qui passe, mais devant lui, devant ses yeux, mais une capacité de concentration sur quelque chose qu'il fait. C'est une vraie concentration. En fait, la concentration qu'on a quand on regarde un programme de télévision, c'est ce qu'on appelle une succession de moments de concentration automatique. On voit un personnage courir de gauche à droite, on a une attention automatique, et puis un autre qui court de droite à gauche, une attention automatique. Donc, hop, hop, hop. Mais comme vous regarderiez une balle de ping-pong rebondir sur une table, voilà. Et hop, quand elle passe d'un côté, de l'autre, voilà. Ça, c'est de l'attention automatique. C'est des petits moments successifs d'attention automatique. Mais dès que vous demandez à un enfant de dessiner, il rentre dans une autre forme d'attention qu'on appelle l'attention réflexive. C'est-à-dire qu'il a une intention de faire quelque chose et il s'applique à le faire. Et il s'applique à le faire avec son corps, puisque c'est lui qui dessine. Donc il y a un engagement corporel et il y a une qualité d'attention qui est très différente. Le fait d'encourager des activités manuelles chez l'enfant, c'est la meilleure manière de trouver un antidote aux écrans. Donc, je ne l'ai pas dit, mais entre 3 ans et 6 ans, en fait, le mieux, c'est les activités manuelles. Toutes les activités manuelles sont bonnes. Il faut savoir que le fait d'utiliser ses 10 doigts, parce que les consoles, aujourd'hui, on n'utilise qu'un ou deux. Hein, voilà. Mais le fait d'utiliser ses 10 doigts, c'est une activité extrêmement structurante pour l'enfant. Et d'ailleurs, vous savez que l'activité la plus structurante qui soit, c'est la musique. Parce que justement, dans la musique, on utilise les 10 doigts. Et puis, l'intelligence psychomotrice et l'intelligence auditive. Oui. Alors, il faut bien comprendre que les technologies évoluent extrêmement vite, hein, et que les technologies auxquelles on aura affaire dans 5 ans n'auront plus rien à voir avec celles qu'on connaît aujourd'hui. Regardez déjà l'importance des logiciels de traitement vocal. Tous les gens qui ont un smartphone 5 ou 6 ont Siri. Siri, ils peuvent parler, voilà, donc le logiciel de traitement vocal qui épargne même énormément d'actions manuelles. Les tablettes, aujourd'hui, on les touche. Dans 5 ans, on ne les touchera plus. On fera des gestes au-dessus, un peu comme dans Minority Report, vous savez, le héros là, qui agite les mains. Et puis dans aussi Jurassic Park, les enfants qui rentrent dans l'ordinateur de l'île aux dinosaures en faisant des mouvements des mains. Donc on n'aura plus le contact cutané. On va vers une culture où le numérique mettra de plus en plus le corps à distance. D'ailleurs, ça préoccupe un certain nombre de chercheurs. Donc toutes les interfaces aujourd'hui, hein, qui sont des interfaces de clavier, des interfaces de souris, ça déjà c'est démodé. Beaucoup de jeunes utilisent des consoles. Mais donc des gens de ma génération ont continué à utiliser une souris pour les jeux vidéo. Mais bon, les jeunes jamais utilisé une souris pour les jeux vidéo. Et donc ceux qui utilisent aujourd'hui les tablettes, beaucoup, eh ben, ils auront beaucoup de difficultés pour se faire aux nouvelles interfaces. Donc les interfaces évoluent à une très très grande vitesse. Donc ça veut dire que vous pouvez attendre que votre enfant ait 12-13 ans pour découvrir les technologies numériques. Il en découvrira d'autres, mais il découvrira celles dont il a besoin à cet âge-là. On ne prend aucun retard en technologie numérique. La technologie évolue trop vite. En revanche, ce qui est important, c'est d'essayer d'adopter les technologies nouvelles quand elles apparaissent, nous en tant qu'adultes. Mais pour un enfant, il faut lui apporter ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. Mais il ne faut pas anticiper sur l'avenir. Et dans tous les domaines, d'ailleurs, tout va beaucoup trop vite. Tout va beaucoup trop vite.
enfin, tout va beaucoup trop vite pour qu'on puisse anticiper. Voilà. Mais la seule chose qu'il faut apporter à un enfant, ben, c'est la construction de ses repères spatialisés, savoir où commence son corps, où il finit, de ses repères temporels, capacité d'autorégulation, être capable de s'empêcher de faire quelque chose s'il pense que ça peut lui faire du mal, être capable de s'empêcher de passer trop de temps devant un écran s'il pense que ça peut nuire à son travail scolaire, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut lui apprendre. Mais l'utilisation même des outils, il change trop vite pour que ça soit justifié de vouloir lui apprendre l'utilisation des outils d'aujourd'hui. Ce ne sera plus les outils auxquels il aura affaire demain. Tous les métiers les plus demandés aujourd'hui, qui sont des métiers qui nécessitent des compétences numériques, n'existaient pas il y a 10 ans. Et quand je dis qu'ils n'existaient pas, je ne veux pas dire qu'on les avait imaginés, mais qu'ils n'étaient pas encore entrés en pratique. C'est qu'il y a 10 ans, personne n'avait imaginé les métiers les plus demandés aujourd'hui et qui nécessitent les plus grandes compétences numériques. Ça veut dire qu'en fait, tout ce que vous pouvez apprendre aux enfants, c'est être capable de collaborer, parce que c'est très important, avec des camarades, avec des adultes, être créatif, être capable de remarques constructives et pas destructives, parce qu'au travailler ensemble, il faut être capable de faire des propositions constructives, sinon on est marginalisé par le groupe. Voilà. Donc ça, c'est ça qu'il faut apprendre à un enfant. Mais tout le reste, c'est pour justifier qu'il aille à l'école. Oui, beaucoup de parents pensent que s'ils sont amis avec leur enfant sur Facebook, ils vont pouvoir un peu le surveiller. En fait, c'est exactement le contraire qui se passe. Il faut savoir que tous les parents qui ont accès à la page Facebook de leurs enfants, ils ont accès à la page Facebook que leurs enfants ont fait pour leurs parents. Et d'ailleurs, ils ne s'en cachent pas, hein, ils rigolent entre eux, ils disent « Est-ce que tu veux voir la page Facebook que j'ai faite pour mes parents ?» Voilà. D'ailleurs, souvent, la première page Facebook, quand ils ont une première page Facebook, beaucoup le font à 9-10 ans, et donc ils le font un peu aidés par les parents, ou à 11 ans, un peu aidés par les parents, et puis après, ils s'en créent une autre. Donc les parents qui ont aidé l'enfant en se disant comme ça je contrôle, je le crée avec lui, je peux y retourner, ben oui, mais c'est une page qui sert de, comment dire, de leurre pour les parents. En fait, on peut se créer autant de pages Facebook qu'on veut. Alors, est-ce qu'il faut essayer de créer notre page Facebook et d'être leur ami? Alors ça crée un autre piège, c'est celui d'être censé être informé en temps réel de ce qu'ils font. Et vous savez comment les choses se passent, il est 6 heures du soir, un vendredi, vous dites à un jeune « Qu'est-ce que tu fais ce soir ?» Il dit « Je sais pas ». Et puis à 6h30, vous lui reposez la question, il dit « Je retrouve tel copain ». Alors vous dites « Tu le retrouves où ?» Il dit « Je sais pas ». Et puis, une demi-heure après, si vous lui reposez la question, vous voyez, il faut en persévérer, et ben, il vous dit je le retrouve à tel carrefour. Très bien, et vous allez faire quoi? On ne sait pas. Voilà. Donc, dès que vous avez accès à la page Facebook, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il ne va plus rien vous dire. Il va dire quand on saura, on va marquer sur la page Facebook pour que pour les copains nous rejoignent. Voilà. Donc il vaut mieux dire non, Facebook, tu t'occupes de ton Facebook, mais avoir un certain nombre faire un certain nombre de propositions pour que l'enfant évite de faire des bêtises. Alors quand l'école peut faire une éducation à Facebook, c'est bien, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui le font. Alors si quelqu'un parmi vous sait très bien gérer Facebook, vous pouvez proposer de faire une intervention dans une école, ça c'est bien, auprès des élèves. Bon, ben, il faut leur expliquer un certain nombre de choses, hein, notamment de reparamétrer constamment leur page Facebook. Il y a des paramètres sur Facebook de confidentialité. Les règles de Facebook changent constamment. Il faut constamment reparamétrer. Savoir que tout ce qu'on met peut y rester éternellement, que tout ce qu'on met peut tomber dans le domaine public, savoir qu'il ne faut jamais croire tout ce qu'on y trouve, enfin les règles de base d'Internet, quoi. Pas de plagiat, voilà. Et puis savoir aussi que sur Internet, très vite, on peut se mettre à dire des choses insultantes sans même s'en rendre compte. Ça, c'est un gros problème. Si dans la cour de récréation, je dis à une fille « t'es moche, t'es grosse », bon voilà, je lui dis « t'es moche, t'es grosse », bon voilà. Mais si dans la cour de récréation, il y a 30 élèves qui disent à la même fille « t'es moche, t'es grosse », déjà, ça va pas à la même intensité, c'est du harcèlement. Mais s'il y a 800 personnes sur Internet qui s'amusent comme ça à relayer parce que c'est drôle, t'es moche, t'es grosse, mais elle peut se suicider. Donc il faut comprendre que sur Internet, tout est extraordinairement amplifié.
Et beaucoup de jeunes ne s'en rendent pas compte. Beaucoup de jeunes font du harcèlement sur Internet sans même s'en rendre compte, parce qu'ils se contentent de relayer quelque chose qui leur paraît drôle. Voilà. Et ça, il faut vraiment mettre en garde les jeunes contre le fait que Internet est une machine à énormément gonfler les réactions de chacun, hein, et que du coup, il faut faire extrêmement attention à ce qu'on y met. Moi, il y a de plus en plus de directeurs d'établissement qui m'évoquent un problème qu'ils ont, c'est que le lundi matin, le lundi et pas les autres jours, ils passent leur lundi à empêcher les élèves de se taper dessus. Alors pourquoi les élèves se tapent dessus le lundi et pas le mercredi, le jeudi, le vendredi? Eh bien parce que le mercredi, le jeudi, le vendredi, ils discutent entre eux, voilà, ils régulent leur communication en fonction de leurs attitudes, voilà, de leur froncement de sourcils. Et puis le vendredi, ils se quittent bons camarades. Et puis le samedi et le dimanche, ils sont chacun chez eux, ils ne se voient pas. Alors comme ils ne se voient pas, ils vont correspondre via Internet. Et comme ils correspondent via Internet, ils ne se voient pas non plus. Ils ne le font pas par Skype, ils le font par SMS, ils le font par WhatsApp, donc ils ne se voient pas. Et donc très vite, ils utilisent des formules un peu brutales pour le plaisir, comme ça, voilà. Et du coup, il y en a qui ne sont pas capables de répondre avec des formules aussi brutales. Ils manipulent moins le langage. Et ceux qui manipulent moins le langage, ils vont prendre leur revanche au poing le lundi matin. Et donc, le lundi matin, aujourd'hui, dans beaucoup d'établissements scolaires, c'est des jours d'affrontement physique. Et la règle de base d'Internet, c'est qu'il ne faudrait jamais écrire sur Internet ce qu'on ne pourrait pas dire à quelqu'un en le regardant dans les yeux. Et ça, beaucoup de jeunes ne le savent pas. Et ils écrivent sur Internet des choses qu'ils ne diraient jamais en face à face. Et ça se résout au coup de poing, le lundi matin. Donc il faut vraiment expliquer à l'enfant qu'Internet, c'est une communication différente de la communication de la vraie vie, et qu'il faut vraiment penser à se protéger. Alors j'ai écrit un petit livre sur les pré-ados et les ados avec les écrans. Vous voyez, ça s'appelle « Guide de survie pour accros aux écrans ». C'est paru chez Nathan, et sous-titre « Ou comment garder ton ordi et tes parents ». Donc je vous le montre parce que c'est bien fait pour les... Vous voyez, c'est bien fait pour les pré-ados, voilà. Et donc c'est fait pour en discuter en famille. Il faut éviter qu'ils fassent trop de bêtises avant de comprendre tout seul. Voilà. C'est ça le problème. C'est comme si vous donniez une tronçonneuse à quelqu'un en disant, tiens, apprends à l'utiliser. Oui, il risquerait d'y perdre quelques doigts avant de savoir faire. Et Internet, c'est un peu pareil. Beaucoup d'enfants, effectivement, quand ils ont 18-20 ans, ils ont dit, il se débrouille bien. Oui, il se débrouille bien, mais il faut voir la quantité de conneries qu'il a fait avant, puis il a pu le payer cher. Voilà, c'est ça le problème. Donc, il faut faire cet accompagnement. C'est les premiers, c'est vrai, on est très prudent. 3, 6, 9, 12, pas de télé avant 3 ans. Puis, le grand a 5 ans, la petite a 2 ans, elle est devant la télé avec le grand. Alors, le grand dit, moi, c'était interdit, et ma sœur, on lui autorise. Oui, mais si vous voulez, il faut essayer au moins qu'ils regardent chacun des programmes qui leur sont spécifiques. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans beaucoup de familles, il y a une télé, des fois, il y en a 2. Mais surtout, il y a des ordinateurs portables, souvent. Mettre le plus petit devant un programme qui lui est spécifiquement consacré sur l'ordinateur portable, dans un petit coin à côté, une autre pièce, quand c'est possible. Voilà. Donc, ce qu'il faut essayer, c'est bien faire comprendre que c'est pas parce qu'ils regardent, c'est pas parce qu'ils ont chacun du temps d'écran, et que peut-être le plus petit en a un peu plus parce qu'il a la chance de s'aligner sur le plus grand. Il ne faut pas pour autant qu'il en ait autant, hein, et puis surtout, il ne faut pas pour autant qu'il regarde les mêmes programmes. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à ce qu'il y en ait un devant un ordinateur portable, l'autre devant la télé du salon. Pourquoi pas? Alors ou alors par des tranches l'une après l'autre, la tablette. Alors beaucoup de parents me disent, vous savez,
on a 5 enfants, alors il nous faudrait 5 tablettes. Ben, je dis, mais alors vous avez combien de salles de bain? Ils disent, ben, on en a une. Alors je leur dis, mais comment vous faites? Ben, ils me disent, ben, on y va à tour de rôle. Alors je leur dis, ben voilà, ben, vous avez trouvé le moyen. La tablette, ben, on fait des tranches horaires. Voilà, il y en a un qui va dessus entre 4h30 et 5h30. Il y en a un autre plus petit qui va dessus entre 5h30 et 6h. Et le troisième entre 7h30 et 8h du soir. Vous voyez? Et donc, en plus, ça a un intérêt, c'est que quand un enfant a son heure de tablette, eh bien, il est à côté de... Il ne va pas la laisser passer. Donc, ça veut dire que celui qui est dessus, il va être obligé de s'arrêter au bon moment, hein, parce que l'autre, il est devant la pendule et il regarde quand ça doit commencer sa tranche à lui. Voilà. Donc, voilà, il faut jouer sur les alternances de temps. Les jeux vidéo violents, alors bon, vous dites qu'ils étaient grands, mais il faut savoir que 80% des enfants de 9-10 ans jouent déjà des jeux 18+. Alors, ils n'y jouent pas forcément chez les parents, ils peuvent y jouer chez des copains. Mais moi, j'ai un garçon de 12 ans, quand il avait 10 ans, il est allé à un anniversaire. Quand il est rentré, je lui ai dit, alors qu'est-ce que vous avez fait? Il a dit, ben, on a joué aux jeux vidéo. J'ai dit, ben, à quoi? Ben, il ne savait pas le titre, hein, évidemment. Alors, ben, c'était GTA, hein, c'est un jeu 18+. Alors, je lui ai demandé de me le raconter. Alors, il m'a raconté, ben, j'ai dit, c'est GTA. Il m'a dit, je ne sais pas. Alors, je lui ai dit, tu vas emporter un petit papier. Demain, tu vas demander à ton copain de te marquer le nom du jeu dessus. Je voudrais le connaître. Il ne m'a jamais rapporté le nom du jeu, mais c'était évidemment GTA. Il a peut-être demandé au copain qui n'a pas voulu le dire, parce que le copain sait bien que c'était un jeu 18+. Alors le fait qu'il joue à des jeux 18+, c'est préoccupant. Il vaudrait mieux qu'ils n'y jouent pas, mais il vaudrait mieux que les parents ne les leur achètent pas. Mais en revanche, c'est pas forcément inquiétant, parce qu'aujourd'hui, jouer à ces jeux hyper violents, c'est devenu un nouveau rituel de passage. Donc le problème, c'est plus quelqu'un de 15-16 ans qui joue à ces jeux. Parce que quand vous avez 15-16 ans, jouer à ces jeux, il faut être un peu attardé quand même, parce que c'est des jeux très répétitifs, bébêtes et répétitifs. Par contre, y jouer quand on a 10, 11, 12 ans, si vous y jouez pendant 1 an ou 2, enfin, de façon épisodique, hein, voilà, quelques heures, voilà, de temps en temps. Et d'ailleurs, dès que vous voyez un jeune qui joue, bon, si c'est le vôtre, vous dites c'est interdit à la maison, hein, c'est 18+. Et bon, ben, si c'est les enfants des autres, vous n'avez rien à en dire, vous discutez avec les parents. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est voir qu'il n'y reste pas. Qu'il ne reste pas à ces conneries, parce que si vous voulez, c'est quand même bébête comme jeu, quoi, c'est ça le problème. Et donc, dès qu'un jeune, moi je fais ça maintenant, dès que je vois un jeune de 14-15 ans qui joue à des jeux, beaucoup à 14-15 ans jouent à Minecraft, je leur dis toujours Minecraft, à quoi tu jouais quand tu avais 11 ans? Ben, ils disent, je jouais à Call of Duty ou à GTA. Alors ça, c'est bien. Ah ben oui, mais tu as compris que ça n'avait aucun intérêt, donc tu as bien fait de changer. Donc ça veut dire que vous ne pouvez parler des jeux vidéo que si vous les connaissez. Donc il y a peu de gens qui connaissent bien les jeux vidéo. Il y a quelques adultes mordus qui connaissent bien les jeux vidéo. Donc c'est sur cela qu'il faut s'appuyer pour en parler. Mais ne cherchez pas à parler de jeux vidéo que vous ne connaissez pas. Parce que chaque fois que vous dites à un jeune, ben, tu joues, je sais pas moi, à Dishonored, mais c'est interdit aux moins de 18 ans. Ah oui, mais il faut avoir du recul quand même. Il faut avoir du recul. Alors, ou alors comme madame, ah ben oui, mais enfin, c'est pas pour de vrai. Moi, j'ai même vu un jour un préado qui m'a dit, écoutez, docteur, faites quelque chose pour mes parents, parce que quand ils me voient jouer à un jeu de guerre, ils pensent que c'est pour de vrai. Voilà. Donc, il y a toujours eu des jeunes qui sont abrutis dans des spectacles hyper violents en boucle, mais c'est pas la majorité. Mais en revanche, il faut quand même être prudent. Donc, quand on est parent, ben, on ne peut pas les empêcher de jouer ailleurs, mais faut quand même. Alors, c'est très compliqué cette histoire de jeux vidéo parce que, bon, évidemment, on joue à 12 ans à un jeu 18+, c'est évident que c'est pas conseillé. Mais la norme de classification des jeux vidéo est une norme qui est toujours exagérée parce qu'elle est faite par les marchands. Et le seul but des marchands, c'est d'ouvrir un gros parapluie pour éviter d'avoir des procès de la part des associations familiales. Et donc, du coup, la norme de classification des jeux vidéo est excessive. En d'autres termes, quand on a 10 ans, jouer à un jeu 12+, c'est vraiment bien. Mais attendre 12 ans pour jouer à un jeu 12+, c'est rasoir. Et quand on a 12 ans, jouer à un jeu 14+, ça peut être bien. Mais attendre 14 ans, ça devient rasoir. On a envie d'autre chose. Donc on peut enlever en règle générale 2 ans. Mais il vaut mieux les enlever en connaissant les jeux que sans les connaître. Par contre, on n'enlève pas 6 ans. On n'autorise pas un jeu 18+, à un enfant de 12 ans. 6 ans, c'est trop.
mais 2 ans, c'est à peu près, on peut le faire. Mais le mieux, c'est de connaître. Voilà, donc de proposer au directeur, ou qui que vous soyez, hein, voilà, d'organiser un débat sur les jeux vidéo. Le directeur va vous dire, mais je connais personne. Ben, en réunion de début d'année, demandez donc s'il y a des gens qui pourraient le faire. En évitant qu'il y ait un seul adulte qui se mette à plusieurs, hein, pour avoir un point de vue plus complet, parce que tout le monde ne connaît pas tout en jeux vidéo. Vous parlez de Dieu tout à l'heure, mais je crois que c'est fini là. Ah, d'accord. Déjà vous remercier déjà. Voilà.